nous continuons de dire que rien n'est encore fait. C'est d'ailleurs la raison de cette conférence de presse que nous faisons. Donc voilà, de façon résumée, je dirais comment se comporte la physionomie ou la physionomie des droits humains dans notre pays. Je vais revenir à travers les collègues sur un certain nombre d'aspects, que ce soit les droits civils et politiques. Mon collègue Rossou Glory reviendra sur cette question. Et en ce qui concerne l'éducation aux droits humains, mon collègue à la droite, Eric Orion Biao, reviendra là-dessus. Et enfin, M. Assoba Roubarik parlera de ce que nous faisons en matière d'activisme, que ce soit en direction des jeunes, des enfants et un certain nombre d'autres cibles. Je vous remercie. Pendant très longtemps, le Bénin, on a fait le plaidoyer pour que le Bénin puisse avoir son propre code pénal. Pendant plus de 20 ans, on est resté en plaidoyer avec les autorités au niveau local parce qu'avant le code pénal qu'on utilise aujourd'hui, on utilisait ce qu'on a appelé le code Bouvenet, qui est un code qui datait de la période coloniale, qui comportait des dispositions qui étaient contraires aux droits humains, sur lesquels nous avons travaillé longuement avec les autorités béninoises. Heureusement, en 2018, le Bénin a adopté et promulgué son propre code pénal qui est entré en vigueur depuis 2018. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est l'aboutissement de longues années de plaidoyer. Mais jusque cet aboutissement heureux n'est pas totalement parfait parce que certaines dispositions de ce code pénal-là restreignent le droit de réunion pacifique que nous avons pu relever. Et donc, depuis que ce code-là a été adopté, comme tout à l'heure le directeur le disait, nous avons pu noter des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires. Nous avons pu également noter des interdictions systématiques de manifestations dans certaines villes, certaines grandes villes du Bénin, comme à Parakou, à Porto Novo ou encore à Cotonou. Et donc, nous avons appelé depuis lors les autorités béninoises à réviser ces dispositions-là, pas tout le code pénal, parce que comme on le dit depuis toujours, le code n'est pas mauvais, mais juste certaines de ces dispositions restreignent le droit de réunion pacifique. Donc, on a appelé les autorités béninoises à réviser ces dispositions-là, notamment les articles 237 et suivants du code pénal. On ne s'est pas arrêté là seulement à appeler les autorités à réviser ce code. Nous sommes entrés en plaidoyer en rédigeant ce qu'on a appelé une plaquette d'information et de plaidoyer qui recense les dispositions que nous considérons de notre point de vue comme contraires aux droits humains. Et nous avons dès lors, ensemble avec d'autres organisations de la société civile que je voudrais peut-être citer ici, comme Changement Social Bénin, Association des blogueurs du Bénin, l'Association des jeunes juristes du Bénin, Human Rights Priority, Centre de formation en mécanisme de protection des droits humains, la coalition des défenseurs des droits humains et la plateforme citoyenne Voix et Action citoyenne. Donc cette plaquette d'information que nous avons pu rédiger, nous avons rencontré dès lors les autorités. Dans des rencontres, nous avons présenté le contenu de cette plaquette et nos craintes par rapport à la situation des droits humains, parce qu'on a pu déjà relever des arrestations arbitraires, des violations, et on craint que ces violations-là ne perdurent les années à venir, alors que nous entamons une année sensible, qui est l'année 2025, qui est une année de veille électorale. Donc, depuis qu'on a commencé ce plaidoyer, on a pu échanger avec M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à qui nous avons présenté le contenu de cette plaquette d'information. Nous avons pu également rencontrer les présidents des partis politiques, Mouel Bénin, les démocrates, et plus récemment le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, à qui nous avons présenté le contenu de cette plaquette et rappeler également quelles sont nos attentes vis-à-vis de ces différentes autorités et cibles. Ensuite, le troisième point sera relatif au plaidoyer sur la révision du code sur le numérique qu'on a entamé depuis 4 ans maintenant, parce que vous vous rappelez le communiqué qui a servi de base au lancement de ce plaidoyer là pour la révision du code du numérique. C'est un communiqué du 20 janvier 2020 qui avait recensé la situation d'au moins 17 personnes qui avaient été poursuivies pour violation de ce code du numérique là. Et parmi ces personnes, je me rappelle encore de vos collègues, Ignace Soussou, Kazimi Peyo, Fassinou Ronkpevi et bien d'autres, et plus récemment Vigile Avancé. Donc, on a plaidé pour que ce code-là soit révisé dans ces dispositions qui restreignent le droit à la liberté d'expression et le droit des médias. Et donc, on va dire, au bout de 3 années de plaidoyer, le gouvernement a entendu notre
notre cri de cœur, parce que le 26 janvier 2023, à Genève, en Suisse, lors du 4e passage du Bénin devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Bénin a finalement accepté de réviser les dispositions du Code du numérique qui restreignent la liberté d'expression, le droit des médias et de renforcer également l'indépendance de l'ARAC. Donc depuis le 26 janvier 2023, sinon le 7 juillet 2023, à l'occasion de l'adoption finale des recommandations, on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans un processus d'accompagnement du gouvernement, de l'État, pour la révision de ce code du numérique-là arrive très rapidement. Aussi, ensuite, je voudrais insister ici sur la situation des droits humains dans les prisons. Il est important pour nous de le rappeler. Pendant très longtemps, on avait demandé à avoir accès aux prisons et aux maisons d'arrêt du Bénin. Finalement, les autorités nous ont autorisé à y aller l'année passée, du 19 juin au 21 juillet de l'année 2023. On a pu, des délégués d'Amnesty International ont pu sillonner toutes les 11 maisons d'arrêt et prisons que compte le Bénin. On a pu voir de l'intérieur quelle est la situation des droits humains. Et de nos observations, nous avons sorti un long communiqué qu'on a publié le 1er août à l'occasion de la fête nationale du Bénin, cette année 2024. Et différents problèmes de droits humains se posent. On a relevé différents problèmes de droits humains en termes de renforcement de la protection de la dignité humaine, de la protection du droit, la garantie de la protection du droit à la santé et également d'autres droits humains, notamment liés à la surpopulation carcérale. Je voudrais ici rappeler la situation critique des femmes de la maison d'arrêt de Porto Novo à l'entrée de la capitale politique du Bénin. Ces femmes-là, dans leur bâtiment où elles sont détenues, quand les délégués d'Amnesty International étaient dans cette maison d'arrêt-là, n'avaient pas de toilettes internes dans les bâtiments, n'avaient pas de toilettes ni de douche internes dans les bâtiments. Elles étaient obligées de payer des pots dans lesquels elles font leurs besoins et en même temps elles se servent de ces pots-là comme oreillers pour dormir la nuit. Donc je vous laisse imaginer un peu quel est le scénario que ces femmes-là ont dû à longueur de journée, quand on sait qu'on doit les enfermer le soir et rouvrir la porte des bâtiments le matin avec tous les dégâts qui peuvent se causer, tous les gestes malencontreux ou qui peuvent se poser à l'intérieur avec le renversement des pots sur des co-détenus et autres. Les hommes de cette maison d'arrêt également de Porto Novo ne sont pas bien lotis. Eux aussi, dans leur bâtiment, il n'y a pas de toilettes internes, de douche interne. Ils ont un grand tonneau qui est placé au centre du bâtiment, qui recueille des urines et des matières fécales. Et dans ce même environnement, figurez-vous qu'il y a des gens qui dorment, qui conservent de la nourriture, et il y en a qui dorment debout. Les gens dorment à même le sol, sur le côté. Et si pas malheur, dont je voudrais vous parler ici aujourd'hui, c'est cette formation-là qu'on appelle la formation sur la rédaction des recours, que nous organisons depuis 6 ans maintenant à l'attention des jeunes béninois, et qui vise à faire des jeunes de véritables acteurs de changement positif en faveur des droits humains dans leur localité. Chaque année, nous sélectionnons une vingtaine, sinon une trentaine de jeunes que nous outillons, à qui nous donnons les rudiments nécessaires pour pouvoir dénoncer les violations des droits humains de façon pacifique. Cette année encore, nous étions à la 6e édition de la formation qui a démarré en 2019. Nous avons fait une édition à Parakou et une édition à Cotonou, surtout pour intéresser les jeunes des différentes localités du Bénin. Et depuis 2019, on a pu noter que cette formation a un réel impact sur la situation des droits humains au Bénin, parce qu'on a pu voir que les jeunes qu'on a pu former depuis toutes ces années-là ont pu introduire des recours sur différents sujets de droits humains devant la Cour constitutionnelle du Bénin, qui est le juge des libertés fondamentales dans notre pays et qui a une particularité qui n'est pas commune à tous les pays, c'est qu'elle se laisse saisir par tout citoyen. Et donc cette formation donne des armes à ces jeunes-là que nous sélectionnons à la suite d'un appel à candidature, de pouvoir revendiquer leur liberté avec des moyens pacifiques. Donc comme je le disais, on a pu obtenir des décisions de principe grâce aux actions de ces jeunes-là, devant les mécanismes nationaux et également devant les mécanismes internationaux comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc c'est une action qu'on voudrait rappeler ici aujourd'hui en tant que contribution d'Amnesty International au Bénin.
Donc je voudrais rappeler cette contribution-là modeste de notre organisation depuis 6 ans maintenant à renforcer les capacités de jeunes béninois sur les questions de droits humains, des mécanismes de protection, de façon à les autonomiser quand il s'agit de revendiquer leur liberté. Ensuite, le directeur tout à l'heure a parlé du code pénal. Pendant très longtemps, le Bénin, on a fait le plaidoyer pour que le Bénin puisse avoir son propre code pénal. Pendant plus de 20 ans, on est resté en plaidoyer avec les autorités au niveau local parce qu'avant le code pénal qu'on utilise aujourd'hui, on utilisait ce qu'on a appelé le code Bouvenet, qui est un code qui datait de la période coloniale, qui comportait des dispositions qui étaient contraires aux droits humains, sur lesquels nous avons travaillé longuement avec les autorités béninoises. Heureusement, en 2018, le Bénin a adopté et promulgué son propre code pénal, qui est entré en vigueur depuis 2018. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est l'aboutissement de longues années de plaidoyer. Mais jusque cet aboutissement heureux n'est pas totalement parfait parce que certaines dispositions de ce code pénal-là restreignent le droit de réunion pacifique que nous avons pu relever. Et donc, depuis que ce code-là a été adopté, comme tout à l'heure le directeur le disait, nous avons pu noter des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires. Nous avons pu également noter des interdictions systématiques de manifestations dans certaines villes, certaines grandes villes du Bénin, comme à Parakou, à Porto Novo ou encore à Cotonou. Et donc, nous avons appelé depuis lors les autorités béninoises à réviser ces dispositions-là, pas tout le code pénal, parce que comme on le dit depuis toujours, le code n'est pas mauvais, mais jusque certaines de ces dispositions restreignent le droit de réunion pacifique. Donc, on a appelé les autorités béninoises à réviser ces dispositions-là, notamment les articles 237 et suivants du code pénal. On ne s'est pas arrêté là seulement à appeler les autorités à réviser ce code. Nous sommes entrés en plaidoyer en rédigeant ce qu'on a appelé une plaquette d'information et de plaidoyer qui recense les dispositions que nous considérons de notre point de vue comme contraires aux droits humains. Et nous avons dès lors, ensemble avec d'autres organisations de la société civile que je voudrais peut-être citer ici, comme Changement Social Bénin, Association des blogueurs du Bénin, l'Association des jeunes juristes du Bénin, Human Rights Priority, Centre de formation en mécanisme de protection des droits humains, la coalition des défenseurs des droits humains et la plateforme citoyenne Voix et Action citoyenne. Donc cette plaquette d'information que nous avons pu rédiger, nous avons rencontré dès lors les autorités. Dans des rencontres, nous avons présenté le contenu de cette plaquette et nos craintes par rapport à la situation des droits humains, parce qu'on a pu déjà relever des arrestations arbitraires, des violations, et on craint que ces violations-là ne perdurent les années à venir, alors que nous entamons une année sensible, qui est l'année 2025, qui est une année de veille électorale. Donc, depuis qu'on a commencé ce plaidoyer, on a pu échanger avec M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à qui nous avons présenté le contenu de cette plaquette d'information. Nous avons pu également rencontrer les présidents des partis politiques, Mouel Bénin, les démocrates, et plus récemment le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, à qui nous avons présenté le contenu de cette plaquette et rappeler également quelles sont nos attentes vis-à-vis de ces différentes autorités et cibles. Ensuite, le troisième point sera relatif au plaidoyer sur la révision du code sur le numérique qu'on a entamé depuis 4 ans maintenant, parce que vous vous rappelez le communiqué qui a servi de base au lancement de ce plaidoyer là pour la révision du code du numérique. C'est un communiqué du 20 janvier 2020 qui avait recensé la situation d'au moins 17 personnes qui avaient été poursuivies pour violation de ce code du numérique là. Et parmi ces personnes, je me rappelle encore de vos collègues, Ignace Sossou, Kazimi Peyo, Fassinou Ronkpevi et bien d'autres, et plus récemment Vigile Avancé. Donc, on a plaidé pour que ce code-là soit révisé dans ces dispositions qui restreignent le droit à la liberté d'expression et le droit des médias. Et donc, on va dire, au bout de 3 années de plaidoyer, le gouvernement a entendu notre cri de cœur, parce que le 26 janvier 2023, à Genève, en Suisse, lors du 4e passage du Bénin devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Bénin a finalement accepté de réviser les dispositions du code du numérique qui restreignent la liberté d'expression, le droit des médias, et de renforcer également l'indépendance de l'ARAC.
Donc depuis le 26 janvier 2023, sinon le 7 juillet 2023, à l'occasion de l'adoption finale des recommandations, on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans un processus d'accompagnement du gouvernement, de l'État, pour la révision de ce code du numérique-là arrive très rapidement. Aussi, ensuite, je voudrais insister ici sur la situation des droits humains dans les prisons. Il est important pour nous de le rappeler. Pendant très longtemps, on avait demandé à avoir accès aux prisons et aux maisons d'arrêt du Bénin. Finalement, les autorités nous ont autorisé à y aller l'année passée, du 19 juin au 21 juillet de l'année 2023. On a pu, des délégués d'Amnesty International ont pu sillonner toutes les 11 maisons d'arrêt et prisons que compte le Bénin. On a pu voir de l'intérieur quelle est la situation des droits humains. Et de nos observations, nous avons sorti un long communiqué qu'on a publié le 1er août à l'occasion de la fête nationale du Bénin, cette année 2024. Et différents problèmes de droits humains se posent. On a relevé différents problèmes de droits humains en termes de renforcement de la protection de la dignité humaine, de la protection du droit, la garantie de la protection du droit à la santé et également d'autres droits humains, notamment liés à la surpopulation carcérale. Je voudrais ici rappeler la situation critique des femmes de la maison d'arrêt de Porto Novo, à l'entrée de la capitale politique du Bénin. Ces femmes-là, dans leur bâtiment où elles sont détenues, quand les délégués d'Amnesty International étaient dans cette maison d'arrêt-là, n'avaient pas de toilettes internes dans les bâtiments, n'avaient pas de toilettes ni de douche internes dans les bâtiments. Elles étaient obligées de payer des pots dans lesquels elles font leurs besoins et en même temps, elles se servent de ces pots-là comme oreillers pour dormir la nuit. Donc, je vous laisse imaginer un peu quel est le scénario que ces femmes-là ont dû à longueur de journée, quand on sait qu'on doit les enfermer le soir et rouvrir la porte des bâtiments le matin avec tous les dégâts qui peuvent se causer, tous les gestes malencontreux ou qui peuvent se poser à l'intérieur avec le renversement des pots sur des co-détenus et autres. Les hommes de cette maison d'arrêt également de Porto Novo ne sont pas bien lotis. Eux aussi, dans leur bâtiment, il n'y a pas de toilettes internes, de douche interne. Ils ont un grand tonneau qui est placé au centre du bâtiment, qui recueille des urines et des matières fécales. Et c'est dans ce même environnement, figurez-vous, qu'il y a des gens qui dorment, qui conservent de la nourriture, et il y en a qui dorment debout. Les gens dorment à même le sol, sur le côté. Et si par malheur vous avez envie d'uriner la nuit et que vous vous levez, c'est que vous allez perdre votre place, vous n'allez plus retrouver votre place après. Donc, cette situation que nous avons décrite dans notre communiqué de presse long, que nous avons publié le 1er août 2024, revient sur tous ces problèmes-là que nous avons vus et que nous avons soulevés dans ce communiqué-là. Ce n'est pas ce seul problème, parce que derrière aussi, il y a des problèmes liés à la santé. Tout à l'heure, le directeur le rappelait. Dans aucune des prisons et maisons d'arrêt du Bénin, nous n'avons noté la présence d'un médecin d'État permanent. Nous avons noté la présence de médecins, mais qui sont mis à la disposition des maisons d'arrêt et prisons par une ONG qu'on appelle Bénin Excellence, qui envoie des médecins qui font des tours de façon périodique par semaine. Les détenus également ont pu confier à nos délégués qui étaient dans ces maisons d'arrêt et prisons que c'est grâce à cette ONG-là qu'ils arrivent des fois à payer les ordonnances qu'on leur prescrive dans les infirmeries. Les infirmiers également rencontrés ont pu dire également que des fois elles se sentaient un peu débordées parce qu'elles pouvaient recevoir jusqu'à 400 détenus par mois, 60 détenus par jour, entre 60 et 70 détenus par jour. C'est des situations qui peuvent générer d'autres situations plus critiques si on n'y prend pas garde. Les autorités béninoises ont été informées de notre mission et également de la sortie du communiqué, parce qu'on leur avait offert le droit de réponse avant de sortir ce communiqué de presse qui a été publié le 1er août. On a noté également qu'à la veille de la sortie de ce communiqué-là, il y a eu en Conseil des ministres une décision de réhabilitation de 5 maisons d'arrêt au Bénin. S'il y a des questions relativement aux prisons, on pourrait également répondre à ces questions-là à la fin de notre propos. Ensuite, je voudrais revenir sur la situation des personnes victimes d'expulsions forcées sur le long du littoral, entre Cotonou et Ouidah. Souvenez-vous, l'année dernière, il y a un an,
quelques jours, nous avions lancé ici à Cotonou, en face même du site où les gens ont été expulsés à Fieillon 1, notre rapport sur les expulsions forcées pour le tourisme et l'aménagement du littoral. Dans ce rapport, nous avons étudié la situation d'environ 6 000 personnes qui ont été victimes d'expulsions forcées, chacune avec des fortunes diverses. Il y en a parmi ces personnes-là qui ont été dédommagées, il y en a qui n'ont pas été dédommagées. On a noté des dédommagements insuffisants. Mais parmi cette population de personnes expulsées figurent les populations de Fieillon 1 qui estiment n'avoir absolument rien reçu comme en termes d'indemnisation et de solutions de relogement. Les sites sur lesquels nous avions été lors de la documentation de ces expulsions forcées, là, on a pu noter l'absence, par exemple, d'eau courante, de latrines pour les femmes et également de marché. Ce rapport-là existe toujours jusqu'à aujourd'hui. On avait formulé des recommandations à l'intérieur, à l'endroit des autorités béninoises. On a pu noter, par exemple, cette année, en Conseil des ministres, que le gouvernement a pris la décision de dédommager les populations victimes de ce que nous dénonçons à Vlekété. Juste là, on ne sait pas si effectivement les dédommagements ont commencé ou pas. Voilà un peu la situation des personnes victimes d'expulsions forcées. À notre niveau, à Amnesty International, nous avons pu lancer une pétition internationale pour demander aux autorités béninoises de revoir la situation de ces personnes-là. On a pu récolter ou recueillir au moins 24 000 pétitions pour demander au président de la République, Patrice Talon, de revoir la situation des personnes victimes d'expulsions forcées au Bénin et de pouvoir leur trouver des solutions de relogement pour celles et ceux qui n'ont pas pu avoir de solutions de relogement. S'il y a des questions, bien évidemment, sur les expulsions forcées également, on pourrait revenir là-dessus. Enfin, pour finir, je voudrais insister aussi sur les questions de détention arbitraire, sur lesquelles nous avons continué à travailler depuis de nombreuses années maintenant. Il y a encore quelques semaines, nous réagissons sur l'importance pour le Bénin d'appliquer l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a constaté la détention arbitraire de Frédéric Joël Aïvor, qui est un opposant politique au Bénin, et qui a demandé que ce personnage-là soit libéré de prison, qui est détenu arbitrairement et qu'il soit dédommagé. Nous allons continuer à suivre la situation de ces personnes-là, également de Mme Rekiatou Madougou également, qui avait bénéficié du même avis il y a de cela 2 ans. Et nous avons appelé les autorités béninoises dans nos différents rapports et encore cette année à appliquer ces avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui est un mécanisme de protection des droits humains mis en place par l'Organisation des Nations Unies, une organisation à laquelle le Bénin appartient, et le Bénin est membre. Ensuite, 2 derniers points pour finir, c'est sur le terrorisme et les droits humains. Amnesty International a documenté dans un rapport publié en août 2024, comme on le disait tout à l'heure, des conditions de détention qui violent les règles Nelson Mandela. Et le rapport ne se focalise pas expressément sur la situation des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, mais durant cette mission de monitoring, ces personnes-là ont pu... notre mission a pu rencontrer ces personnes-là et discuter avec elles. C'est des gens qui nous ont confié qui ne sortent pas en journée, qui ne sortent qu'1 heure de temps en journée. L'administration nous a confirmé que non, ce n'est pas 1 heure, mais plutôt 2 heures de temps en journée. Elles nous ont également confié qu'elles n'ont pas accès à la cabine téléphonique de la prison. On avait rappelé déjà, il y a de cela 2 ans, dans un long communiqué qu'on a publié conjointement avec le Togo, qu'il est important que la répression des groupes armés ne se fasse pas au détriment des droits humains, que les droits humains doivent être placés au cœur de la répression contre les actes perpétrés par les groupes armés, de façon à ne pas avoir un effet contraire à ce qui est recherché par les autorités. Donc cette année encore, nous continuons de demander aux autorités de placer la protection des droits humains au cœur de la lutte contre les actes perpétrés par les groupes armés. Et le dernier point, c'est sur les violences policières. Nous avons pu documenter les violences policières liées à la répression du non-port de casque. Au Bénin, nous avons également documenté la situation récente
Faisal Ouourou, un jeune paraquois de 27 ans qui a été retrouvé mort petit matin courant le mois de novembre dans le 2e arrondissement de Parakou. Nous avons noté, comme le directeur l'a dit, la réaction des autorités publiques et nous suivons de près cette situation de façon à ce que justice soit effectivement rendue pour la famille de Faisal Ouourou et également que des garanties de non-répétition qu'on donne des garanties de non-répétition, que ces actes-là ne se reproduiront plus. Alors, cette année, pour 2024, nous avons pu déployer 73 initiatives communautaires et qui ont pu toucher directement près de 20 000 personnes sur toute l'étendue du territoire. Nous avons pu discuter des thématiques telles que le droit à la santé, l'accès à l'eau potable, le droit à un environnement sain, le droit à l'éducation et la protection des enfants. Je vais vous donner quelques exemples d'activités que nous avons pu réaliser dans certaines communautés. À Adjoum, par exemple, nous avons pu sensibiliser environ 70 femmes issues de 3 grandes associations de la commune d'Adjoum et 15 chefs villages de la localité sur les mécanismes de protection des enfants dans cette zone-là qui est réputée pour le trafic des enfants. Vous savez que la vallée de l'Ouémé fait un peu frontière avec le Grand Nigeria, donc les enfants sont malheureusement amenés au Nigeria pour de l'exploitation économique. Nous avons donc déployé avec les groupes locaux de cette localité-là des activités de sensibilisation pour renforcer le mécanisme de protection et environ 70 femmes issues de 3 grandes associations, des chefs villages, 15 chefs villages notamment, ont été sensibilisés et formés sur les lois répressives ainsi que les mécanismes d'alerte et de protection de ces enfants-là. Cette initiative a également permis de mettre autour de la table certains acteurs qui sont reconnus facilitateurs de ces actes-là de transport des enfants de Adjoum vers le Grand Nigeria. À Agbanizou, nous avons pu, avec les groupes locaux, déployer un plaidoyer communautaire à l'endroit du maire et des médecins-chefs de cette localité-là pour que le droit à la santé soit un tant soit peu respecté. Nous avons mis l'accent sur la qualité de l'accueil et la communication bienveillante entre les soignants et les patients. Donc ce plaidoyer a permis de rencontrer, comme je l'annonçais, le maire de la commune et les médecins-chefs qui ont pris l'initiative d'organiser des sensibilisations à l'endroit du personnel soignant de ces localités-là. Nous avons touché le centre de santé de Agbanizou Centre et le centre de santé de Sinwe. Nous avons associé les COGEX à cette initiative-là. À Djougoué-Awaké, l'immigration clandestine a retenu l'attention de nos groupes locaux dans ce département-là. Vous savez bien que dans la culture de nos frères de la Donga, le bonheur se trouve ailleurs. Donc quand on atteint un certain âge, on a envie de mettre les parents dans certaines conditions que malheureusement nos jeunes frères de la Donga en général ne trouvent pas sur place. Donc ils s'adonnent facilement à la migration clandestine. Nous avons donc déployé des activités pour contribuer à ce que les jeunes soient informés des dangers liés à ce déplacement-là vers l'Europe. Nous avons pu regrouper autour de la table tous les imams de Djougou avec qui nous avons discuté pour qu'ils puissent prendre en compte dans leurs prêches religieuses et leurs sermons des conseils liés à ce phénomène-là. Nous avons demandé à ce qu'ils puissent parler notamment des dangers liés à la traversée de la route et de la mer. Parce que nous avons pu voir récemment plusieurs vidéos circuler, malheureusement, qui fait état de plusieurs personnes décédées et dont des Béninois qui malheureusement sont issus de cette zone-là. Donc nous avons pu initier à travers le pays 73 petites activités comme celle que je viens de vous présenter. Nous avons également mis en œuvre au cours de cette année en communauté 3 grandes activités structurées, mieux structurées que ce que je viens de vous présenter, et pilotées
piloté directement par le secrétariat national d'Amnesty International au Bénin. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet de renforcement de la culture des droits humains à travers les masses médias et les conducteurs de taxi-moto. Ce projet de 3 ans vise à contribuer au renforcement de la culture des droits humains au Bénin en mobilisant les masses médias et les conducteurs de taxi-moto comme relais pour faire de l'éducation, de la sensibilisation en faveur des droits humains. Depuis son lancement, nous avons pu organiser plusieurs activités pour faciliter ces activités d'éducation-là par les journalistes et par les conducteurs de taxi-moto. En 2023, donc en fin 2023, nous avons organisé une grande formation à l'endroit de près de 130 journalistes issus des 12 départements du Bénin. Donc nous avons organisé cette formation-là sur les mécanismes de rédaction, ou plutôt les moyens de rédaction journalistique en faveur des droits humains. Nous avons pu avoir ces formations-là dans des regroupements à Cotonou, à Porto Novo, à Boïcon, à Parakou, où des journalistes provenant des 12 départements se sont retrouvés et ont pu bénéficier de cette formation-là. Il faut dire qu'à la suite de cette formation, nous avons pu enregistrer des initiatives spontanées en faveur des droits humains dans les différentes chaînes radiophoniques et organes de presse représentés. Nous avons enregistré par exemple la création d'émissions radiophoniques sur certaines chaînes à Parakou, à Waké et à Bomé-Calavi. Nous avons également organisé dans le cadre de ce projet le prix de la meilleure production journalistique sur les droits humains. D'ailleurs, ce soir, les 6 meilleurs issus de ce prix-là seront primés. Ce concours-là intervient justement dans le cadre de ce projet et nous avons pu recueillir 50 productions abordant divers sujets liés aux droits humains. Il faut dire que c'est quand même un petit succès pour nous parce que, comme le collègue vient de l'aborder, actuellement, l'espace médiatique est un peu rétréci. Donc, nous avons pu nous réjouir quand même de pouvoir avoir autant de productions journalistiques sur les questions de droits humains. Dans le cadre de ce projet également, nous avons organisé des émissions radiophoniques d'éducation aux droits humains sur divers sujets liés aux droits humains, notamment la liberté d'expression, le droit à l'éducation, le droit à la santé et beaucoup d'autres sujets. En parallèle à ces émissions radiophoniques, au nombre de 125, nous avons contractualisé avec des médias en ligne pour la diffusion de visuels de sensibilisation sur des thèmes liés aux droits humains. Nous avons pu atteindre, avec les statistiques que nous avons reçues de ces médias en ligne, plus de 2 millions de visites sur les différentes plateformes et des interactions venant des internautes de ces médias en ligne. Avec les conducteurs de taxi-moto, nous avons eu une formation initiale sur les droits humains, notamment la lutte contre la vindicte populaire. Vous savez, les conducteurs de taxi-moto aujourd'hui sont malheureusement des acteurs de première ligne quand nous parlons de vindicte populaire. Quand dans le marché d'Antokwa, une voix s'élève disant aux voleurs, nous avons ces conducteurs de taxi-moto-là qui se mobilisent en premier et qui malheureusement font l'irréparable, appuyés par d'autres citoyens. Donc nous avons axé ces formations-là sur la lutte contre la vindicte populaire et la sécurité routière. Nous avons à travers ces formations à Cotonou et à Parakou pu toucher près de 750 conducteurs de taxi-moto de façon directe, sachant que chaque conducteur sensibilisé devait répliquer l'information dans son syndicat. Nous avons également imprimé des tenues, environ 1000 tenues de conducteurs de taxi-moto portant des messages d'éducation aux droits humains. Donc ces tenues ont été confectionnées comme support de sensibilisation et nous savons bien que les conducteurs de taxi-moto circulent beaucoup et ont la facilité d'ouvrir des discussions et des débats avec les clients qu'ils prennent. Le deuxième projet structuré que je vais vous présenter ici,
c'est le projet Serveuse et digne. C'est un projet d'éducation sur le droit et la dignité des filles serveuses de bars et restaurants. Ce projet est mis en œuvre dans 5 départements du Bénin et vise à contribuer à la protection des filles et des femmes travaillant dans les bars et restaurants. Nous savons bien que ce secteur, c'est un secteur informel et malheureusement précaire. Les femmes sont victimes de plusieurs violations de leurs droits, allant des violences économiques, des violences verbales, physiques, allant même jusqu'à la stigmatisation sociale quand elles exercent dans ce milieu-là. Malheureusement, les femmes travaillant dans ce secteur n'ont pas toujours la possibilité de faire recours à des mécanismes de protection quand elles sont victimes de violations de leurs droits. Donc ce projet, alors, vient les accompagner déjà dans la connaissance de leurs droits elles-mêmes, mais également sensibiliser les promoteurs de bars qui les emploient pour que des mécanismes soient mis en place pour renforcer leur protection. Nous avons pu organiser dans les 5 départements d'intervention des sensibilisations à l'endroit des promoteurs de bars et restaurants, grâce à l'appui de l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants du Bénin. Nous avons également, dans le cadre de ce projet, élaboré une charte de bonne conduite pour le respect et la préservation des droits des femmes travaillant dans les bars et restaurants. Cette charte-là que nous avons élaborée et vulgarisée avec le soutien de l'Institut national de la femme, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et bien entendu de l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants. Nous avons, dans notre méthodologie, discuté avec les promoteurs de bars pour qu'ils puissent non seulement afficher cette charte-là dans leur bar, mais commencer à mettre en œuvre les 10 points qui sont des exhortations et des engagements pour que le droit des femmes et des filles soit respecté. Par exemple, dans cette charte, vous avez des points qui invitent les promoteurs de bars à signer des contrats avec les filles et femmes travaillant dans ce secteur, à coller des affiches d'interdiction de violence, d'attouchement déplacé. Nous avons également, je vais dire, la réglementation des ports de tenue dans ces milieux-là. Nous avons quelques points, nous avons 10 points au total qui invitent les promoteurs de bars et même les usagers à bien se comporter quand ils vont dans les bars et restaurants. Nous avons, avec nos collègues sur le terrain, amorcé le suivi du respect de ces recommandations-là que ces chartes-là demandent aux promoteurs de bars et restaurants. Nous avons pu obtenir l'adhésion d'environ 300 bars, donc 300 promoteurs et promotrices de bars, qui se sont engagés non seulement à afficher, parce que l'affichage seulement n'est pas un indicateur pour nous, non seulement à afficher, mais également à commencer à mettre en œuvre les recommandations que cette charte-là contient. Nous avons également formé plus de 300 filles serveuses sur les mécanismes d'alerte, de dénonciation et les protections contre les violences basées sur le genre. Comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont pas toujours la possibilité de faire recours quand leurs droits se trouvent violés. Parfois, quand elles font recours, malheureusement, dans les services de protection, les problèmes qu'elles amènent sont souvent banalisés. C'est souvent un petit retournement de situation qui les culpabilise. Toi-même, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris son argent? Pourquoi tu étais habillé comme ça? Sans vraiment analyser le problème en profondeur. Nous avons également organisé dans le cadre de ce projet Serveuse et digne plusieurs émissions radiophoniques en français et en langue locale pour pouvoir toucher ces cibles-là qui ne comprennent pas français ou qui ne sont pas locuteurs français. Le troisième projet structuré que je vais vous présenter, c'est le projet de promotion du droit à l'éducation et de lutte contre la déscolarisation dans la Donga. C'est un projet que nous mettons en œuvre dans la Donga, cette zone-là qui malheureusement est réputée pour un fort taux de décrochage scolaire. Nous avons donc 6 collèges partenaires qui accueillent ce projet-là, qui est à sa phase pilote
et qui permet de mettre en place un petit dispositif de suivi des cas d'abandon dans les lycées et collèges partenaires. Ce dispositif est porté par les élèves eux-mêmes. Donc, les élèves ont été outillés pour pouvoir faire de la surveillance liée au cas d'abandon. Et nous avons pu, avec le corps stop déscolarisation, donc c'est comme ça que nous appelons ces élèves-là constitués pour faire la surveillance, le corps stop déscolarisation. Nous avons pu, à la fin de l'année 2023, l'année scolaire 2023-2024, enregistrer 552 cas à risque d'abandon dans nos lycées et collèges partenaires. Derrière, nous avons initié des activités communautaires pour pouvoir essayer de rattraper ces cas-là pour qu'ils n'abandonnent pas. Donc, avant la fin de l'année, nous avons répertorié les 552 élèves que nous estimons à risque d'abandon, issus de la collecte de données de la surveillance faite par les élèves eux-mêmes. Nous avons donc entrepris des actions à l'endroit des parents de ces élèves-là, des actions de proximité, des sensibilisations de proximité, à l'endroit des parents de ces élèves-là, afin qu'ils puissent renforcer le suivi scolaire. Le projet Étoile des droits humains est à sa première édition. Il s'agit d'un projet d'Amnesty International Bénin qui vise à former une nouvelle génération de jeunes filles leaders des droits humains, capables de promouvoir et de défendre les droits humains dans leur localité. Dans la mise en œuvre de ce projet, il y a eu plusieurs phases. La première phase a été un atelier de construction que nous avons pu faire à Porto-Novo avec différents acteurs de la société civile pour pouvoir définir les critères de sélection de ces jeunes filles-là, ainsi que les modules de formation qui leur seront dispensés. Après cela, nous avons pu lancer un appel à candidature où nous avons pu enregistrer 372 candidatures de jeunes filles qui veulent participer à ce projet-là. Au terme du processus de sélection, nous avons pu retenir 100 jeunes filles issues des 12 départements du Bénin qui seront les bénéficiaires de ce projet-là. Pour renforcer leurs capacités, nous avons organisé à Grand Repos un camp de formation de 5 jours environ où ils ont pu être formés sur les diverses thématiques qui ont été retenues. Et elles ont également pu échanger avec diverses personnalités, femmes, qui ont été leaders en matière de droits humains au Bénin. De retour dans leur communauté, ces jeunes filles ont commencé par prendre des initiatives elles-mêmes, et certaines également avec l'appui d'Amnesty International Bénin. Ces jeunes filles ont pris des initiatives dans le cadre de Octobre Rose, des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, et elles sont également impliquées dans la campagne Écrit pour les droits d'Amnesty International Bénin qui est actuellement en cours. On peut dénombrer au total une quinzaine d'initiatives et 36 de ces jeunes filles sont impliquées dans la campagne Écrit pour les droits. Donc Amnesty International Bénin va continuer d'accompagner ces jeunes filles les années à venir sur toutes leurs initiatives. La prochaine activité est celle du week-end aux couleurs des droits humains qui a permis de mobiliser toutes les entités d'Amnesty International Bénin sur le plan national pour pouvoir mettre en œuvre des activités de mobilisation communautaire à travers diverses activités telles que des projections cinématographiques, des représentations théâtrales, des matchs de football et autres. Il s'agissait en fait de réunir la population autour de ces activités pour les sensibiliser sur plusieurs thématiques. Au nom de cette thématique, nous avons certains qui portaient sur le droit à la santé, l'accueil des patients dans nos formations sanitaires, la nécessité des consultations pré- et post-natales, et également l'impact des projets d'urbanisation sur les droits humains. Donc voilà autant de thématiques qui ont été abordées par nos groupes locaux lors de ces activités week-end aux couleurs des droits humains, qui s'est déroulé dans 16 localités du pays, du nord au sud. Au total, nous avons pu toucher plus de 1200 personnes avec ces activités. Depuis 4 ans, Amnesty International Bénin a lancé le concours Slam pour les droits humains, qui est une activité qui vise à amener les jeunes slameurs à utiliser le art pour pouvoir promouvoir et défendre les droits humains. Cette année, nous en sommes à notre 4e édition et ces jeunes slameurs qui ont postulé, en tout 100 ont postulé et au final, c'est 5 personnes que nous avons pu retenir pour la grande finale. Les thématiques retenues sont le droit à la santé et le droit de manifester pacifiquement. Donc voilà les 2 thématiques qui ont été retenues.
Au thème de la grande finale, mademoiselle Sefou Shakespeare a été sacrée grande lauréate de cette 4e édition. Elle sera parmi nous tout à l'heure à la seconde cérémonie de remise de prix. À court terme, nous prévoyons, avec tous les tests qui ont été produits par ces lauréats, constituer un petit recueil de tests avec les différentes thématiques qui ont été abordées durant les 4 ans et faire la vulgarisation de ce test-là. L'activité suivante est celle de la campagne Écrit pour les droits, qui est la plus grande campagne d'amnistie au plan mondial que nous avons commencé depuis le début des années 2000. Elle mobilise toutes les sections d'Amnesty International au plan mondial, les militants également et sympathisants. À travers cette campagne, nous nous mobilisons en fait pour venir en aide à des personnes dont les droits sont bafoués. Le mouvement sélectionne une dizaine de personnes chaque année et appelle maintenant les militants et sympathisants à se mobiliser pour ces personnes-là en signant des pétitions, en envoyant des lettres aux dirigeants qui sont susceptibles de régulariser leur situation, en faisant des actions photos ou des publications. Donc cette année, nous avons démarré la campagne au Bénin fin novembre. Nous avons fait le lancement officiel le mercredi passé à Natitengou, autour d'une compétition cycliste qui s'est déroulée à Natitengou. Et actuellement, nos 52 entités sont mobilisées sur le terrain pour aller à la rencontre des populations, pour leur exposer les cas de ces personnes-là et obtenir d'eux des signatures de pétitions. Nous avons 9 cas à travers le monde, auxquels nous avons ajouté le cas du Bénin, celui de l'humanisation des lieux de détention. Donc ça fait 10 cas sur lesquels nous mobilisons pour obtenir des pétitions et des signatures pour ces pétitions et venir en aide à ces personnes-là. Pour pouvoir intervenir sur diverses thématiques, Amnesty International Bénin a mis en place divers comités. Je peux citer entre autres le comité femmes ou le comité enfants et jeunes. Je vais m'appesantir plus sur le comité enfants et jeunes qui a pu, à travers son plan d'action au cours de cette année 2024, dérouler plusieurs activités. Je peux citer entre autres le rendez-vous des jeunes militants qui a permis de rencontrer et d'échanger avec une centaine de jeunes issus de nos groupes, des sympathisants et également des organisations sœurs sur les questions de droits humains, comment est-ce qu'ils peuvent promouvoir les droits humains dans leur localité et également réfléchir sur la question des changements climatiques. Ces 2 rencontres se sont déroulées à Kodera et à Boycon et ont permis d'échanger avec une centaine de jeunes. À l'occasion de la journée de l'enfant africain et de la journée internationale de la jeunesse, le comité enfants et jeunes a pu également tourner des capsules vidéo de sensibilisation. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, c'était pour se pencher sur la situation des enfants apprentis. Et dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse, c'est pour amener les jeunes à prendre conscience de leur potentialité et à s'engager davantage sur les questions de défense des droits humains.